Hop. Bonjour tout le monde. Je check juste que tous les lives soient bien lancés. J'ai l'impression que ça c'est bon. Hop, nickel. OK, ça m'a l'air tout bon. Bah, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. En attendant que, tout le monde nous rejoigne et se connecte, heu, bah, déjà, je suis Anaïs. On a 1 heure où on va parler, stratégie marketing 2026, mais pas n'importe quel type de stratégie. Une stratégie donc qui va réconcilier, tac, tac, tac. Ah cool, je vois déjà Bertrand, Julie, super, merci pour les, heu, pour les coucous dans le chat. Ouais, l'idée c'est de vous présenter aussi aujourd'hui une stratégie qui réconcilie, ce qui semble souvent impossible, c'est-à-dire faire du chiffre et du sens ou encore allier performance et responsabilité, court terme et long terme. On va juste une petite question rapide dans le chat, en attendant que tout le monde se connecte. Écrivez-moi en quelques mots ce qui vous empêche de dormir en ce moment côté marketing. C'est quoi vos plus gros défis pour l'année à venir, pour l'année 2026? Allez-y. J'espère que vous êtes bien équipés pour l'heure qui suit. Moi, j'ai mon matcha, ma bouteille d'eau. Ça va être intense. Hop, est-ce que j'arrive à voir le nombre de personnes connectées ici ou pas? Ok, vous êtes déjà une trentaine, trop cool. Pour ceux qui nous rejoignent, si vous voulez partager votre défi challenge marketing pour l'année 2026 dans le chat. Ah, super. Je vois Nadia qui nous parle du split entre budget branding et performance. Yes. Hop. Ok, il est midi 2. Je propose qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. À Marine, convaincre de réallouer du budget sur le branding versus la perf aussi. Ok, ça c'est un sujet qui revient. Maîtriser les coûts d'acquisition par Marion. Ok. Bah, c'est toutes des choses qu'on va voir aujourd'hui. Pour démarrer, en fait, moi, le problème que je vois aujourd'hui, en tant que responsable marketing et avec tous les responsables marketing et CMO que j'accompagne, c'est vraiment ce sentiment de se sentir écartelé. D'un côté, une direction qui vous demande du chiffre, du CA, de la croissance, des conversions et puis tout ça, genre maintenant, voir si c'était pas plutôt hier. De l'autre, en fait, aussi des engagements personnels ou même au niveau de l'entreprise, sur, l'environnement, la diversité, l'accessibilité et une vision long terme, souvent accompagnée, d'une stratégie RSE et entre les 2, bah, être au milieu et pas vraiment savoir quoi faire, comment tenir ses objectifs de croissance, sans tomber dans du greenwashing, comment communiquer sur vos engagements sans sacrifier la performance. Bref, si c'est le cas aujourd'hui pour vous, vous êtes au bon endroit, car c'est tout ça qu'on va voir, ensemble. Tac, tac, tac. Hop. Moi, ce que je vois souvent et la fausse croyance, c'est ce qu'on a tendance à penser, c'est qu'en fait, si on veut faire du chiffre, on doit sacrifier les valeurs et si on veut être responsable, on doit sacrifier sa croissance. Sauf que pour moi, bah, voilà, c'est vraiment un faux dilemme. Je veux vous prouver en fait aujourd'hui que c'est faux et qu'on peut allier les 2, qu'on peut, allier, budget, performance et valeurs. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais envie de vous partager 3 exemples, globalement connus de toutes et tous, je pense, mais assez inspirants. J'ai l'exemple de Patagonia, avec une campagne, leur campagne Don't Buy This Jacket, qui date de 2011, mais qui continue en fait à utiliser en récurrent,
généralement autour du Black Friday, donc on est en plein dans la période, c'est d'actualité. Cette campagne-là, Don't Buy This Jacket, en 2011, elle a généré plus de 30% de ventes l'année suivante. Un autre exemple, Veja, qui en 20 ans a bâti une boîte rentable à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sans jamais faire de publicité. Et le troisième exemple aussi que je voulais parler, on en fait souvent moins référence que les deux premiers, c'est The Body Shop, qui en fait est vraiment un pionnier du marketing responsable depuis sa création en 1976, où ils ont vraiment ancré l'engagement sociétal au cœur de la marque. The Body Shop, c'est un rachat à 1,14 milliard par L'Oréal en 2006. Donc, c'est pour montrer que on n'est pas obligé de choisir entre performance ou responsabilité, entre court terme ou long terme. On peut allier les deux. C'est l'objectif de toute cette prochaine heure. Rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quelques mots sur moi. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anaïs Baumgarten. Ça fait 6 ans que j'accompagne des entreprises en transition pour construire un marketing plus responsable. J'ai écrit un livre qui s'appelle Slow Marketing, qui est sorti en septembre dernier. J'anime aussi un podcast sur le même sujet avec le même nom depuis 3 ans, avec déjà plus de 60 épisodes. J'ai formé une trentaine de professionnels à des sujets comme le greenwashing, l'accessibilité ou la diversité dans leur stratégie marketing. Et vraiment, ma mission, c'est de prouver qu'on peut faire du marketing qui performe sans sacrifier ses valeurs. Parce que j'en ai marre d'entendre que pour faire du chiffre, il faut manipuler. Ou pour être responsable, il faut accepter de moins vendre ou de ne pas être responsable. C'est un peu les deux idées reçues que j'entends tout le temps quand je parle de marketing responsable. Top. Ma promesse aujourd'hui pour vous, c'est qu'on va voir comment faire du chiffre, du sens et que vous repartez avec un plan d'action. Mon objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut passer du fast marketing, vraiment un marketing qui est réactif, à un slow marketing, à une stratégie marketing qui soit beaucoup plus intentionnelle et alignée avec ses valeurs. Hop. On aura une session Q&A à la fin, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, dans les commentaires. Je pourrai en prendre quelques-unes. Mais j'ai beaucoup de contenu, donc je vais un peu bombarder pour réussir à tenir et les délais et vous apporter toute la valeur et toute mon expertise sur cette prochaine heure. Hop. On commence avec le premier pilier, l'audit. Ici, pour moi, vraiment, on ne peut rien faire sans commencer par une analyse, un audit de la situation actuelle. Par contre, le truc que je vois souvent, c'est qu'on sépare complètement un audit marketing vraiment business, héroïste, avec un audit impact, qui est d'ailleurs très peu souvent fait dans le marketing en fait. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut aligner les deux. Donc, un audit complet avec 4 questions de business et 3 questions sur l'impact. Première partie donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc, avant de construire une stratégie 2026, il faut savoir vraiment d'où on part. Moi, ce que je vois, donc, on fait souvent soit l'un, soit l'autre. Donc, soit le business question audit, CA, conversion ROI, qui est assez classique, soit la partie plus impact. Moi, je vais vous montrer comment on peut allier les deux. Hop, on va passer donc à la partie business. Je sais que vous connaissez ce type de ces questions et ces KPI, ces indicateurs clés. Par contre, moi, ce que je me rends compte avec les entreprises que j'accompagne, c'est qu'on a tendance quand même à les perdre de vue dans le day-to-day et dans le quotidien des actions marketing, de l'opérationnel, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se bloquer, je pense, une demi-journée grand max et de vraiment prendre le temps d'analyser toutes vos actions marketing et tout ce qui s'est passé sur l'année 2025. Première question à se poser, c'est quel était votre chiffre d'affaires sur l'année versus votre objectif? Est-ce que vous êtes dans les clous par rapport à ce que vous avez planifié? Est-ce que vous êtes en retard? Et d'analyser quels sont les canaux qui performent le mieux, qui ont le mieux performé sur cette année 2025. Ça, c'est la première question. La deuxième question à se poser, ça concerne votre taux de conversion. Combien est-ce que de visiteurs de votre site internet deviennent des clients aujourd'hui?
1%, 3%, 5%, et surtout à quelle étape est-ce que vous perdez le plus de monde. Moi, souvent, ce que je refais, c'est que je refais vraiment un funnel de conversion avec mes clients et je vois, OK, au niveau awareness, on arrive à toucher tant de personnes avec toutes les actions de communication qu'on fait. Ensuite, au niveau engagement, il y a tant de personnes qui arrivent sur notre site internet via du coup tous ces différents canaux de communication. Et à la fin, de ces personnes qui arrivent sur le site internet, seulement X% remplissent un formulaire, téléchargent telle offre, etc. ou vraiment passent à l'action d'achat en fonction si on est sur du B2B, B2C. Ce funnel-là, c'est bateau, on le connaît tous, on l'a tous déjà vu, mais pareil, à nouveau, on a tendance à l'oublier. Et ça, c'est à nouveau super important de reprendre les bases pour pouvoir avancer sur la suite, construire sa stratégie 2026. Donc ça, c'était notre deuxième question sur le taux de conversion. Et troisième question, connaître et calculer son coût d'acquisition client. Combien est-ce que tu dépenses pour acquérir un nouveau client? Est-ce que ça augmente ou ça baisse par rapport en fonction des différents canaux? Est-ce que ou dans le temps par rapport à l'année précédente si tu as encore l'information? Je pense que ça, c'est vraiment aussi un critère important à voir. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec un client. On a réalisé qu'effectivement, par exemple, sur de l'événementiel, le coût d'acquisition de lead était forcément plus important parce que il y avait tous les frais liés à l'événement. Mais par contre, que le taux de conversion derrière du lead était plus rapide et que c'était des leads qui allaient du coup direct passer sur des plus gros projets que s'ils n'étaient pas passés par cette phase événement. Donc ça, c'est des choses importantes à connaître et à étudier en fait. Si vous reprenez à nouveau votre année 2025, les différentes actions que vous avez mises en place pour identifier c'est quoi qu'est-ce qui a le mieux fonctionné et qu'est-ce que vous voulez remettre en place sur l'année 2026. Et enfin, quatrième et dernière question sur cette partie, du coup, performance, qui fait lien avec tout ce que je viens de dire, c'est vraiment calculer le ROI de vos campagnes. Donc, quelles sont celles qui ont vraiment marché, celles qui ont coûté cher pour pas grand-chose, celles qui ont coûté cher mais ramené des leads qui ont converti, comme cet exemple d'événement. Normalement, vous avez déjà plus ou moins tous ces chiffres en tête, ou du moins vous devriez. L'idée, c'est aussi, en marketing, on a tendance aussi à accumuler beaucoup de données. J'aime bien simplifier aussi pour pouvoir présenter l'essentiel quand je dois présenter des rapports à des clients, etc. Maintenant, on va passer sur la partie audit de l'impact et de l'impact de nos actions marketing. Ici, moi, je résume cet audit en 3 questions principales que je vais me poser sur chacune des actions marketing. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait cette action? Est-ce qu'elle est toujours pertinente? Quelle était vraiment la décision réelle derrière cette action-là? C'est la question la plus à la fois évidente et en même temps la plus difficile parce qu'elle remet tout en question. On vient un peu à challenger le statu quo. Les sous-questions que je peux mettre derrière, c'est est-ce que ce produit ou ce service répond à un besoin réel? Est-ce qu'il encourage est-ce que cette publicité encourage une consommation raisonnée ou au contraire elle entretient des comportements excessifs? Est-ce que l'usage de ce service est bénéfique à long terme ou risque-t-il d'avoir des effets néfastes? Toutes ces questions sont à décliner à nouveau si vous vendez aux entreprises, au grand public ou si vous vendez un produit ou un service, mais elles fonctionnent dans tous les sens. Ici, pardon, je retrouve ma souris. Donc, première question. Donc, pour chaque action marketing qu'on a analysée juste avant du côté impact, je viens ajouter du coup cette première question. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'était quoi vraiment le big why? Et puis, deux questions un peu latentes et sous-entendues, c'est est-ce que c'est toujours pertinent de faire ça pour l'année prochaine? Ensuite, deuxième question, quel est l'impact ou quels ont été les impacts du coup sur les personnes? Ici, ça inclut vraiment tes clients, tes clientes, tes équipes, tes partenaires.
Comment est-ce que ça impacte le bien-être? Comment est-ce que c'est accessible ou pas à différents types de populations? Est-ce que ça renforce des inégalités? Quelles sont les conditions de travail des personnes sur ta chaîne de valeur, etc., etc. Ici, à nouveau, pour chaque action, je vais me poser la question de qui est concerné par cette action marketing-là, par ce produit, par ce service qui est vendu, et quels sont les impacts à moyen long terme sur ces personnes. Ça peut aussi prendre en compte, j'ai à nouveau eu la discussion, là je suis en plein dans ces sujets, hein, je suis en train de faire tous les plannings stratégiques et les budgets de mes clients pour 2026. Ça peut aussi prendre en compte que si on prend la décision on a identifié qu'une action marketing, par exemple, à nouveau cette question d'événements, fonctionnait bien et qu'on prend la décision de faire plus d'événements en 2026, là, la question que je vais me poser sur l'impact sur les personnes, c'est OK, mais pas en l'état actuel de l'équipe qu'on a aujourd'hui, parce que doubler le nombre d'événements ou même ne serait-ce que rajouter 2 ou 3 événements en plus dans l'année, ça veut dire que l'équipe prend des risques d'être vraiment surchargée par le travail qu'il y a à prendre en compte lors d'un événement. Hop. Sorry, je perds ma souris entre les écrans. Et enfin, troisième pilier, question à se poser, quel est l'impact sur la planète? Ici, c'est essayer de mesurer l'empreinte écologique de tes actions marketing, essayer de voir l'empreinte carbone, l'empreinte carbone. On peut le faire à plein de niveaux. En fait, pardon, je vais prendre un verre, une gorgée et je vais reprendre ma phrase. Ici, quand on parle d'empreinte écologique des actions marketing, je pense qu'il est important d'avoir en tête les différences d'ordre de grandeur. Parce que c'est important de savoir où sont les vrais impacts. Le premier point, généralement, quand une entreprise B2C avec du produit, ou B2B aussi d'ailleurs, qui a le plus gros impact, voire 80% de l'impact, à nouveau en fonction des entreprises, c'est la production et la distribution. C'est donc vraiment ce que tu vends. Les matières premières, la fabrication, le transport. Si tu vends des produits physiques, c'est d'où viennent tes matières premières, comment c'est fabriqué, combien de kilomètres ça parcourt avant d'arriver chez ton client, etc. Donc ça sera vraiment le premier pilier d'analyse sur la partie impact environnemental. Pour donner un exemple concret, moi avec le livre, c'était super important qu'il soit imprimé en France avec des objectifs d'éco-conception. Sans ces deux points-là, il n'y avait pas de livre. Où j'allais trouver un autre format, une autre manière de faire, mais c'était vraiment 2 critères de base qui étaient des non négociables pour cette action marketing-là que j'ai fait. Et là, si je refais le point en mode audit, et si je refais le tour de mes actions marketing sur l'année, là, si je regarde mon audit, effectivement, j'ai réussi à faire sur cette action marketing du livre, j'ai réussi à le faire imprimer en France, en éco-conception, à mesurer l'empreinte carbone, avoir un bilan carbone, une empreinte carbone pour chaque livre imprimé qui s'élève à plus ou moins 680 grammes de CO2 par livre, et à pouvoir comparer que par rapport à la moyenne du marché des livres, j'ai entre 2 et 3 fois moins d'impact qu'un livre mis sur le marché. Donc là, tic, ma case impact sur la planète est cochée. Le deuxième niveau à prendre en compte dans cet impact sur la planète, c'est toute votre stratégie de communication et marketing. Généralement, pour une entreprise, c'est à peu près 15% de son impact. En gros, c'est les campagnes que vous faites. Est-ce que vous faites du print, du digital, comment, à quelle fréquence, à quel volume. Ici, on manque encore d'outils pour mesurer toutes les empreintes carbone. Néanmoins, il y en existe. Mais ne serait-ce que commencer à identifier par rapport à des études, etc., les différents choix qu'on peut faire et comment ça impacte ces choix-là, c'est déjà un premier pas. Et enfin, la troisième chose à optimiser et à mesurer sur l'impact net, c'est la fin de vie. Qu'est-ce qui arrive à mon produit quand il est en fin de vie? Est-ce qu'il est réparable? Est-ce qu'il est recyclable? Ou est-ce qu'il
et si pas, où est-ce qu'il peut ou doit être jeté, où est-ce qu'il peut être réutilisé dans un deuxième cycle de vie. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, nos 4 questions pour l'audit business et nos 3 questions sur l'audit impact. Il y a un exemple assez récent que je voulais vous montrer et que je trouve assez parlant. C'est le cas de Starbucks et sa cup, The Barista, qui était sortie, qui est en vente actuellement. Le contexte général de Starbucks, là, c'est qu'ils ont ils ont une grosse baisse des ventes, qu'il y a plusieurs bad buzz, à une politique qui est antisyndicale aux IS, qui est conjointe aussi avec une hausse forte des prix de leurs produits, et plus en parallèle avec une tendance montante de faire son café à la maison et où les gens arrivent à quasiment des cafés tout aussi bons, voire meilleurs que quand ils vont au café ou chez Starbucks. La réponse de Starbucks à tout ça, ça a été de lancer cette tasse ours en édition limitée pour booster les ventes de Q4 2025. Ici, on est vraiment sur une stratégie de créer un désir artificiel qui a vraiment juste un seul objectif, faire pousser les ventes et de servir plutôt les actionnaires que les clients. Et si je devais analyser cette action marketing d'un point de vue business, on est efficace en termes de CA. Je pense que sur la partie acquisition et ROI, on doit être bon aussi parce que je pense que ça a pas dû leur coûter très cher en fabrication par rapport à au prix auquel ils le vendent. Et par contre, si on reprend notre grille de lecture impact, le pourquoi, en fait, on se rend compte qu'il est vraiment superficiel. La partie people, à nouveau, en fait, on rend des personnes à nouveau addict à de la satisfaction court terme et à de la consommation quasiment jetable parce que dans 2 mois, je ne sais pas la qualité de ces cups, mais sûrement, elles seront peut-être pas forcément encore utilisables et surtout, elles seront plus à la mode, donc on sera passé à autre chose. Et sur la partie planète, on est à nouveau sur du plastique jetable et de la surproduction. Hop. Je prends une petite gorgée d'eau avant qu'on passe à notre deuxième pilier sur la priorisation. Ok. On enchaîne sur la priorisation. Tac. Donc, ici, l'idée, c'est que tu viens d'auditer ta situation. Potentiellement, tu as identifié plusieurs chantiers d'actions à mettre en place. Mais bon, la question, c'est que tu ne peux pas tout faire en même temps. On est tous débordés, on a tous déjà beaucoup. Et donc là, l'objectif de deuxième pilier, c'est vraiment de prioriser tes actions 2026. La question ici, c'est comment est-ce que tu choisis tes actions pour qu'elles aient un double impact, à la fois un impact positif sur ton business, chiffre d'affaires, efficacité, fidélisation, et un impact positif sur ton empreinte environnementale ou sociétale et sur ton éthique en général. Ici, il y a 2 outils que je vais vous présenter. Le premier, c'est la méthodologie ASI et le deuxième, c'est un framework de priorisation. Hop, on va tout de suite passer sur le premier outil. La méthode ASI, c'est un modèle allemand qui vient des années 90, qui a été appliqué au développement durable. En gros, il se résume en 3 lettres et 3 actions. La première, le A, avoid. En gros, éviter et supprimer tout ce qui nuit à la planète et à ses habitants et habitantes. La deuxième action, c'est shift, c'est-à-dire réorienter et transformer vers les actions qu'on fait actuellement vers des alternatives qui soient plus responsables. Et la troisième action, c'est improve, améliorer et optimiser ce qui existe déjà. C'est assez simple, mais comme tout modèle assez simple, je trouve que c'est aussi les plus efficaces et les plus puissants. Et c'est ce qui va te permettre de structurer vraiment ta transition. Ici, on va voir chacune des actions avec des exemples concrets. Donc, on va commencer par avoid. Donc ici, identifier et supprimer les pratiques nuisibles. Honnêtement, je trouve que c'est l'action qui est la plus difficile parce qu'elle nécessite le plus de courage de se dire on arrête de faire telle action.
Moi, il y a un exemple que je trouve hyper inspirant, qui est celui de Mustela, donc la marque de produits pour bébés qui appartient au laboratoire Expansience. Donc en 2021, ils ont décidé d'arrêter la commercialisation de leurs lingettes jetables d'ici 2027. Le problème avec ces lingettes, donc, c'est que c'est des déchets à usage unique, ça bouche les canalisations et ça génère énormément de microparticules de plastique dans les océans. Aujourd'hui, ces lingettes jetables, ça représente 20% du chiffre d'affaires de Mustela sur le marché français, donc c'est énorme. Donc en fait, de dire on arrête de faire ces lingettes jetables-là d'ici 2027, c'est se priver de 20% du CA. Alors après, comme je vous ai dit, c'est une annonce qui a été faite en 2021 pour 2027. Donc, ils ont vraiment pris le temps de la transition pour se préparer et pour ne pas juste arrêter les lingettes, se priver de 20% du CA qui potentiellement irait directement chez les clients, chez les concurrents, pardon. Et donc, en ce moment, ils sont vraiment en train de travailler à comment est-ce qu'on crée de la valeur ailleurs, à travailler sur des nouvelles offres, des produits alternatifs et réutilisables. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment hyper inspirant et fort comme action sur cette partie Avoid. Tac. Je voulais vous montrer aussi comment, en évitant certaines pratiques, on y gagne aussi côté business. À nouveau, moi, j'y vois 3 grands arguments. La première, c'est les économies directes. Ce qu'on ne fait pas nous coûte pas d'argent. La deuxième, c'est de la différenciation forte, surtout quand c'est accompagné par des messages comme là le fait Mustela. Et troisième, c'est de la fidélisation sur le long terme. C'est éviter de faire de la surpromesse et d'éviter donc la déception. Là-dessus, je vous ai déjà cité cette campagne de Patagonia qui du coup a généré plus de 30% des ventes l'année suivante et qui continue à générer des ventes année après année en fait, alors que ils ont clairement une campagne qui dit de ne pas acheter leurs produits, mais plutôt de les réparer. Ok. Deuxième pilier de cette méthode ASI, c'est le shift. C'est donc comment on réoriente au lieu de supprimer, c'est vraiment transformer ce qu'on fait déjà. Ici, par exemple, les modèles qu'on va mettre en avant, ça va être de passer de la propriété à l'usage avec de la location, de l'abonnement ou de la mutualisation. Ça va être aussi de valoriser l'économie circulaire, comme par exemple avec la seconde main, la réparation ou le recyclage, ou de switcher vers des partenaires qui soient plus responsables. Là, je peux vous citer 2 exemples. Le premier, qu'on voit là, c'est l'exemple de Leroy Merlin, qui n'a pas arrêté la vente d'outils, mais a rajouté en plus un service de location de ces outils. Et donc, du coup, est en train de transformer son business aussi d'une certaine manière. Un deuxième exemple que je n'ai pas noté ici, qui me vient là en discutant avec vous, c'est celui de la Maison d'Andois. Donc, pour les Français présents dans ce live, la Maison d'Andois, c'est une biscuiterie artisanale de plus de 200 ans d'expérience, 200 ans, de presque 200 ans par contre, pardon. On est à la 7e génération et qui a décidé de faire un shift il y a 5-6 ans maintenant vers une entreprise à visée régénérative. Et en fait, du coup, depuis 5 ans, il y a tout un travail qui est fait pour shifter du coup tous ces partenaires, tous ces producteurs, ces fournisseurs, de switcher de là une farine classique à une farine bio et régénérative et locale. C'est un travail qui prend du temps et qui est fait au fur et à mesure, mais qui du coup rentre clairement dans cette action de shift. Ici, potentiellement, on peut voir que les bénéfices business sont générer des nouveaux revenus ou avoir vraiment de l'innovation différente en proposant des nouveaux business models et puis de la résilience sur le long terme. Sur les nouveaux revenus, il y avait à nouveau cet exemple de Decathlon avec le Trocathlon. Donc, c'était leur offre. Enfin, c'est toujours, ils font ça de proposer du seconde main. Qui, quand cette offre a été lancée en 2020, a généré sur l'année 8 millions de chiffre d'affaires en plus. Donc, c'est vraiment créer un nouveau marché à partir de l'ancien. Et
Ensuite, le dernier pilier de cette méthode, improve, c'est donc réduire l'impact de ce qui existe déjà. Donc là, ça va être vraiment de scruter tout ce qu'on peut faire en termes d'éco-conception, de sobriété numérique et d'amélioration continue sur tout ce qu'on fait. Là, par exemple, il y a l'exemple de Leclerc qui, j'ai plus l'année, mais qui du coup a décidé il y a quelques années d'arrêter de faire tout des prospectus print et donc économiser 50 000 tonnes de papier imprimé par an. Je prends juste je vois un commentaire qui est apparu de Nadia Grégoire, effectivement de Bruxelles Beer Project, qui a arrêté le grand export, qui est aussi un exemple intéressant. Ouais, ça marche aussi dans la partie, la première partie de Avoid. Tac, tac, tac. Et sur la partie Improve, ce que tu améliores en termes business, généralement, réduction des coûts en cherchant à optimiser, améliorer l'existant, aussi potentiellement une efficacité opérationnelle. Et puis derrière aussi, on ne va pas se le cacher, une image positive, montrer que tu agis sans non plus révolutionner tout ton modèle. Donc ça, c'est pour, à nouveau, je vous répète, cette méthode ASI, Avoid, Shift, Improve, qui, moi, je trouvais une super grille de lecture à nouveau. Donc, on a audité toutes ces actions 2025 et on vient rajouter cette grille de lecture, Avoid, Shift, Improve, pour savoir qu'est-ce qu'on doit arrêter, qu'est-ce qu'on doit shifter, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour l'année prochaine. Une fois qu'on a listé toutes ces actions-là et qu'on sait ce qu'on veut arrêter, shifter ou améliorer, on va se trouver avec, et à nouveau, une longue liste d'actions marketing qu'on veut projeter pour 2026. Et notre objectif ici, c'est de prioriser. Et donc là, moi, je vais vous partager un framework à nouveau simple et efficace que j'utilise avec mes clients pour du coup prioriser ce qu'on veut mettre en place pour l'année prochaine. Ici, c'est une matrice simple avec deux axes. Un axe horizontal sur l'impact. Est-ce que l'impact est élevé ou faible? Et par impact, je prends vraiment en compte la dimension et business et responsabilité. Je prends les deux en compte. Une action qui a un impact élevé, ça doit être une action qui améliore ton chiffre d'affaires et réduit ton empreinte ou améliore ton impact sociétal. Et sur l'axe vertical, un axe de facilité, en fait, est-ce que c'est facile à faire ou difficile à faire? Est-ce que, en termes de temps, budget et de ressources, ce qui nous donne du coup 4 cases. La case en haut à gauche, les quick wins, qui est facile à mettre en place et qui a un impact élevé. Pour moi, c'est vraiment ici qu'il faut commencer et c'est limite, c'est ce qui doit être fait sur le premier trimestre de l'année 2026. C'est rapide, c'est efficace et ça donne des résultats immédiats. La deuxième case, où ce que j'appelle les chantiers, c'est donc du coup ce qui est difficile à faire mais qui a un impact élevé. C'est ce que vous devez planifier sur l'année. C'est ce qui va prendre du temps, mais c'est long, mais ça vaut le coup, en gros. Donc ça doit vraiment rentrer dans votre roadmap 2026, mais être bien orchestré pour que vous preniez le temps de faire les choses correctement. Et la troisième case, donc en haut à droite, à faire, c'est ce qui est facile à faire, mais un impact faible. Là, pour moi, ça doit rentrer si vous avez du temps, sinon on laisse tomber. Et enfin, dernière case à éviter, mais ou alors si vraiment vous êtes full bande passante sur l'année prochaine, go for it, mais ça va être vraiment ce qui est difficile à faire et qui a un impact faible. Honnêtement, on ne perd pas de temps ici et on essaye de prioriser sur les quick wins et les chantiers en premier. Hop. On va passer à ce troisième pilier sur la mesure. Tac, tac, tac. Donc, on attaque le pilier 3, la mesure. Donc, vous avez fait votre audit, vous avez priorisé vos actions et vous avez commencé à agir. Imaginons, on est janvier, février 2026.
Maintenant, la question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez réussi à réduire votre impact environnemental tout en améliorant la conversion de vos inscriptions? Est-ce que votre campagne inclusive, elle génère plus d'engagement? Est-ce que l'éco-conception de votre produit a réellement réduit votre empreinte carbone? Et ici, c'est assez simple. La règle d'or, c'est qu'on n'améliore que ce qu'on mesure. Donc aujourd'hui, je veux voir avec vous comment on mesure des KPI essentiels qui soient à la fois business et responsabilité pour les suivre ensemble. Tac, tac, tac. Donc, ces deux questions, est-ce que ça améliore ton business et est-ce que ça réduit ton impact? Hop. Première partie, à nouveau, on les connaît déjà, on les sous-estime et peut-être on les oublie un peu trop, c'est la partie des KPI business. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est ton chiffre d'affaires par canaux d'acquisition, ton taux de conversion par étape du funnel, ton coût d'acquisition client, ta lifetime value, donc c'est la valeur que t'apporte un client sur la durée. Parce qu'à nouveau, on va avoir vraiment cette vision durée long terme versus uniquement court terme. Le ROI de tes campagnes et puis l'engagement de tes actions, taux d'ouverture, clic, perçage, etc. C'est un rappel parce que je vois trop souvent que c'est passé à la trappe, mais je sais aussi qu'on est tous entre responsables marketing et donc normalement, on les a en tête et on attend de nous ces chiffres-là. La deuxième partie, par contre, que je ne vois quasiment jamais, c'est la partie KPI de responsabilité qui est clairement intégrée. Ici, j'en ai mis. J'aime bien simplifier, moi, pour pouvoir faire en sorte que les données soient claires et que les informations passent. Je me rends bien compte qu'on pourrait mesurer beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'angles, mais à des fois, vouloir trop faire, on perd et on dilue le message. Ici, si je dois résumer ces KPI en 4 axes, le premier, c'est vraiment l'empreinte carbone. Par exemple, ne serait-ce que commencer à mesurer l'empreinte carbone de ses campagnes digitales, de son site internet. Il y a plein d'outils qui existent et qui sont faciles à utiliser, à mettre en place. Je vous en ai listé quelques-uns ici. Deuxième axe, c'est la question de l'accessibilité. Est-ce que ton site est accessible aux personnes en situation de handicap avec des lecteurs d'écran, des contrastes de la navigation au clavier, etc. Pareil, il existe des sites, des outils, des extensions web assez simples qui permettent de mesurer, de donner des scores et qui vous donnent toutes les listes des actions à corriger. Déjà, si dès janvier, vous faites un audit de votre site internet, son impact carbone, son accessibilité, vous pouvez comparer les données dans le temps et comment vous avez réussi à améliorer ces informations-là sur la suite. Troisième point, la question de diversité et inclusion. Quelle est la représentation dans tes visuels des différences d'âge, de genre, d'origine, de morphologie ou encore de handicap? Ici, ce qui peut être intéressant, c'est créer une grille de validation interne avant de publier une campagne et de checker qu'on représente bien toute la diversité de nos clients. Je vois une question de Déborah justement que je vais prendre maintenant sur est-ce que tu peux donner un exemple d'une campagne inclusive? Je peux te donner un exemple sur lequel je suis en train de travailler actuellement pour la maison d'Andois justement, où on veut faire on est en train de préparer une campagne pour l'année prochaine qui veut mettre en avant nos clients et clientes. Et dans le brief de base de cette campagne-là, donc il va y avoir un shooting photo avec des parties prenantes, on va dire, de la maison d'Andois, donc des clients, des clientes, des salariés, des partenaires, etc. Dans ce brief-là, on vient dès le début rajouter cette question de diversité dans les représentations. Ici, nous, on veut des diversités en termes d'âge, en termes d'origine. On veut aussi des diversités. La Maison d'Andois, c'est basé en Belgique, donc avec des diversités de langue et de culture hyper importantes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut voir représenté dans les histoires qu'on va raconter dans cette campagne.
Et tout ça, si on veut pouvoir le voir dans la campagne à la fin et pas se retrouver qu'avec des visuels de personnes blanches valides et plus ou moins toutes du même âge, il faut qu'on l'ait dès le brief du début, en fait. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et si on veut que ça soit à la fin mis dans nos campagnes, il faut que ça soit quelque chose qu'on arrive à mesurer au cours du temps et de l'année, quoi. Et être capable de honnêtement regarder sur son année la représentation, quel est le pourcentage de représentation de personnes différentes qu'on a dans nos visuels. C'est déjà un bon premier pas. Hop. Et quatrième point, pardon, sur ces KPI de responsabilité, c'est la transparence. Est-ce que tes engagements sont clairs, sourcés et vérifiables? Et si besoin, est-ce que tu dois faire passer une validation par un juriste ou par responsable de la RSE ou de la qualité ou du produit en interne en fonction de ta structure d'entreprise? Et ça, à nouveau, les KPI que tu vas mettre en dessous vont vraiment changer en fonction de ce que tu vends, à qui tu le vends et de l'action que tu es en train d'analyser ou de mesurer. Mais par contre, en les résumant en ces 4 points, donc empreinte carbone, accessibilité, diversité et inclusion et transparence, tu permets de donner un peu des piliers que tu vas pouvoir retrouver dans tes différents rapports et qui vont devenir des fils rouges et qui vont permettre de comprendre très facilement, OK, une campagne responsable, en fait, elle a cherché à optimiser, réduire son empreinte carbone, elle a cherché à améliorer l'accessibilité, et à améliorer la diversité et l'inclusion et à être la plus transparente possible. Hop. Je regarde vite fait les questions. Il y a 2 chouettes exemples, là, effectivement, de Malix dans les commentaires. Je ne sais pas si j'arrive à les afficher. Le premier, c'est effectivement la campagne Moods avec ses campagnes non genrées. Et l'autre contre-exemple avec Victoria's Secret, qui a essayé effectivement de représenter des femmes de toute minorité, genre et même âge dans son dernier défilé. Mais à nouveau, si on regarde le ratio par rapport aux mannequins filiformes, etc., on n'y est pas, quoi. Donc ça reste très anecdotique. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est donc ces 3 piliers pour pouvoir préparer sa stratégie 2026 qui allie à la fois le chiffre et le sens. Donc audit, priorisation et mesure. Je suis allée assez rapidement et dense dans le sujet parce que je sais que je voulais faire passer pas mal de messages. On a déjà passé 43 minutes sur tous ces sujets. La méthode, elle est disponible, vous l'aurez en replay. Si vous venez m'écrire en DM, je peux vous envoyer les slides et il y a même 2-3 bonus sur comment lancer, mettre ça en plan d'action pour faire tout ceci sur le mois de décembre avant l'année 2026. Maintenant, soyons honnêtes, dans les faits, vous allez reprendre rentrer au bureau cet après-midi ou demain ou encore lundi et on est pris dans le day-to-day. Nos équipes sont débordées, il y a toujours une urgence, il y a toujours quelque chose qui vient prendre la priorité sur ce temps de réflexion et de prise de recul. Et que finalement, il y a de grandes chances, et j'en ai conscience, que cette masterclass finisse dans un coin de votre cerveau et qu'on n'y repense pas avant l'année prochaine, voire jamais. Et c'est pour ça, et que je veux vous présenter aujourd'hui l'offre que je vous présente là. L'idée de faire tout ça, mais ensemble. Je propose d'accompagner une cohorte en fait de 10 CMO avec qui on puisse vraiment travailler sur 10 mois à raison d'une journée par mois
ensemble de cette manière-là, vraiment prendre du recul sur sa stratégie marketing. C'est ce que je lance à partir donc, de janvier. Ça s'appelle le collectif. Donc, c'est un mastermind de CMO, de responsables marketing, qui refuse de choisir entre performance et responsabilité. Vous serez 10 max parce que je veux vraiment qu'il y ait ce groupe où on puisse interchanger, vraiment apprendre à tous se connaître et travailler ensemble. Ça sera 10 mois, de janvier à décembre, avec donc une pause durant l'été, une journée par mois en présentiel. À Paris ou Bruxelles, on verra en fonction du groupe qui se construit. À chaque fois, vous repartirez avec des outils concrets, des frameworks actionnables. Entre chaque session, vous aurez 1 heure de coaching en one-to-one en plus avec moi-même et accès à une plateforme de ressources avec tous les éléments. Et surtout, je pense, la grosse valeur de cette offre, c'est vraiment avoir le réseau de pairs, groupe WhatsApp privé, des échanges en continu et faire en sorte que vous vous sentiez plus seul face à ces questions et à ces réflexions. Le programme qui risque encore peut-être de changer en fonction des feedbacks que j'ai dans les prochaines semaines, mais qui est quand même assez fixé, c'est je vois que déjà il y a eu du changement et qu'il y a une petite erreur sur le premier. En janvier, partir sur les imaginaires, qu'est-ce qu'on veut créer comme imaginaire et récit autour de sa marque sur l'année 2026. En février, une réflexion sur la marque engagée pour pouvoir préparer mars et avril avec la journée internationale du droit des femmes et la journée internationale en mars et celle de l'accessibilité en avril. En mars, un focus sur diversité et inclusion. En avril, sur l'accessibilité dans le marketing. En mai, prendre le temps de réinventer, d'auditer et d'améliorer son offre. Juin, juste avant la pause estivale, des réflexions sur comment est-ce qu'on fait pour ralentir, pour mieux durer. En septembre, une session dédiée au greenwashing. En octobre, au partenariat responsable. Novembre, mesures d'impact, préparer du coup ce qu'on est en train de, comme ce qu'on a fait là, mais en moins rush et prendre une journée entière pour le faire. Et en décembre, planifier avec toute sérénité sa stratégie 2027. Le collectif, donc comme je vous disais, c'est 10 journées en présentiel à Paris ou Bruxelles à confirmer, 10 heures de coaching, un groupe WhatsApp privé, des interventions d'expertes et d'expertes aussi sur des différentes thématiques. Vous aurez aussi le livre offert, bien sûr, le livre Slow Marketing. À chaque fois, 10 frameworks actionnables minimum. Après me connectant, on ne va jamais repartir avec qu'un seul framework à chaque session. Une plateforme de ressources et puis un réseau d'alumni qui sera actif à partir de la deuxième cohorte. Moi, j'estime que c'est une valeur totale de 17 735 €. Et ce que je vous propose sur cette première édition, c'est de la faire à 900 € par mois sur 10 mois, soit un total de 9 000 €. Et pour celles et ceux que ça intéresse, je propose 3 options de paiement. Une option en paiement mensuel, une en 2 fois et une en 1 fois qui est disponible jusqu'à du coup la fin du mois de décembre avec une économie de 500 €. Et dernier point, pour moi, c'est vraiment garantie, satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas convaincu dès la première session, pour moi, vous êtes remboursé intégralement. Je ne me mets pas trop de doute sur la valeur qu'on va retirer de ces échanges et de ces sessions de co-développement et de travail ensemble. Mais c'est important qu'on soit aligné. Je ne veux pas de frustration derrière. Le collectif, c'est pour qui? Déjà, c'est pour des responsables, directeurs, directrices marketing en entreprise. Globalement, c'est pour des entreprises plutôt engagées ou en transition. Après, ça peut être aussi pour des entreprises qui ne soient pas engagées sur le papier, mais je pense qu'il doit y avoir déjà un mouvement vers de la RSE, vers plus de responsabilité qui doit être entamé par l'entreprise. C'est pour toutes celles et ceux qui, comme aujourd'hui, se posent la question de comment est-ce que je peux faire du chiffre sans compromettre mes valeurs, pour celles et ceux qui sont fatigués d'être écartelés entre le court terme et le long terme. Si tu recherches un réseau de pairs aussi avec le même mindset, c'est pas fait pour toi. Et si tu veux repartir aussi avec des outils concrets et des avancées vraiment sur comment tu gères ta stratégie marketing, c'est aussi fait pour toi.
Ce que ça ne sera pas, c'est des hacks rapides, des solutions miraculeuses. C'est pas pour toi si tu n'as pas de budget de formation, forcément. Je me rends compte que c'est un budget, mais c'est aussi important de pouvoir investir dans ça. Si tu veux juste apprendre sans agir, ce ne sera pas le cas. On aura forcément de la théorie, j'imagine un peu une session courte de théorie le matin, mais ça sera principalement de la pratique et de la co-construction de plans d'action ensemble. C'est pas pour toi si tu penses que le marketing responsable, c'est du bullshit, of course. Si l'écriture inclusive te fait fuir, ça risque d'être compliqué. Et si tu n'es pas prête ou prêt à t'engager sur les 10 prochains mois. Je vous mets ici hop, la slide avec le lien d'inscription. J'ai passé une slide. En gros, juste le process, candidature, vous avez le formulaire que je vais vous passer juste après. Vous candidatez via ce formulaire. Ensuite, on fait un appel, vous et moi, 30 minutes juste pour vérifier le fit, parce que je veux vraiment m'assurer de créer une cohorte qui fonctionne avec le même mindset et les mêmes objectifs. Validation sous 24 heures et puis après, accès au groupe. Voici le QR code. Si vous voulez accéder au formulaire, vous pouvez bien sûr toujours m'écrire, je vous ai dit en DM, si je peux vous en renvoyer les slides et le lien. Il y a le replay de toute façon de cette masterclass. Donc voilà. Je vais prendre les questions pour les 10 minutes qui nous restent. N'hésitez pas à poser des nouvelles questions dans le chat et moi je vais reparcourir ce qui a été dit depuis le début et que je n'aurais pas vu. Il y a une question, hop, de Nadia sur quel est ta reco concernant la difficulté de mesurer l'impact et les canaux de conversion sur la partie physique du retail. Ici, à nouveau, si je reprends mon framework d'audit ou de mesure d'impact, j'essaierai de voir du coup à tous les niveaux des différents canaux de conversion de la partie retail. La livraison, par exemple. Comment est-ce que je peux mesurer et réduire l'impact de cette livraison-là. Exemple concret à nouveau, moi avec c'est pas du retail, mais c'est plus, avec le livre, il y avait cette question, du coup, de livraison. J'ai décidé de faire un partenariat avec un partenaire qui faisait de la livraison responsable en vélo cargo sur Bruxelles. J'ai pas trouvé d'autres partenaires pour les autres marchés, pour la France notamment. Mais après, ça crée aussi des questions de logistique. Donc, tu vois, il faut savoir toutes les questions de compromis aussi. Je pense que quand tu reprends le framework, tu arrives à à mesurer. L'idée, c'est de pas forcément prendre conscience qu'on n'est pas forcément capable de tout mesurer dès demain, mais de commencer à mettre les critères de ce qu'on veut résumer pour la suite. Tac, tac, tac. Ça, on en a déjà parlé. Je regarde s'il y a des nouvelles questions. Est-il plus important de communiquer sur nos actions RSE aux journées, semaines dédiées, ou est-ce qu'elles peuvent avoir encore plus d'impact en dehors de ces périodes? Par exemple, journée des droits de la femme, SE, PH, etc. Je pense qu'il faut faire les deux, et pour que les communications sur les journées à impact, sur les journées, par exemple, journée du droit des femmes, etc., aient encore plus d'impact, il faut qu'il y ait des communications et des actions sur le long terme et sur toute l'année. Si on se réveille que le 8 mars pour dire coucou, en fait, on est pour... en fait, ça devient compliqué. Ça peut être apparenté comme du purpose washing, un peu comme toutes ces marques aussi qui, pendant le mois de la Pride, se mettent en arc-en-ciel. Et en fait, le reste de l'année, il n'y a aucune politique d'inclusion ou de diversité qui est mise en place, ni en interne, ni dans leur communication externe.
Pour moi, il faut, pour faire la communication le jour J, il faut que ça soit le résultat d'un travail annuel. C'est aussi pour ça que là, le collectif, je l'ai vraiment visualisé sur un travail annuel et pas juste sur un bootcamp où on prend 3-4 jours sur 2 mois et on travaille en intensif. Parce que, à nouveau, avec cette vision de le marketing, pour moi, c'est un travail qui doit se faire sur l'année et qui prend du temps et qui nécessite du temps. Sinon, on risque de faire beaucoup de maladresse et de raccourcis. Je vois pas d'autres questions qui apparaissent ici dans le chat. Je vais quand même vérifier sur les plateformes en direct. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je suis toujours disponible en message direct. Hop. Top. Je le répète à nouveau, ce replay restera disponible, va être mis en ligne sur YouTube, sur LinkedIn et il sera aussi, je pense, en version audio sur le podcast. Si vous voulez vraiment recevoir les slides, envoyez-moi simplement un message en DM, je vous l'enverrai directement. Et pour toute autre question, je reste disponible. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on va conclure ici. Hop. Peut-être une belle après-midi, un bon déjeuner et à très vite.